Sébastien Forest, qu'on peut applaudir. Bonsoir. Parce que c'est notre serial entrepreneur ce soir, fondateur d'Allo Resto. Et on va commencer par le début de la success story. C'est un étudiant qui a faim, dans tous les sens du terme, mais qui a vraiment, littéralement faim, qui se dit, tiens, il manque quelque chose dans le paysage Internet français. Effectivement, alors bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Il y a l'histoire que je vais vous raconter. En fait, elle a une notion temporelle particulière ces jours-ci, puisqu'en fait, je fête actuellement les 20 ans de la création d'Allo Resto, puisque Allo Resto a ouvert le 3 juin 1998, donc quelques jours avant même la Coupe du Monde, la célèbre Coupe du Monde, enfin la seule, la vraie, celle qu'on a gagnée, pas les pâles copies auxquelles on a eu droit depuis. Mais au-delà de ça, oui, pour revenir sur ce point, effectivement, un soir, j'étais en période d'examen, j'étais en licence de sciences éco à Tours, et un dimanche, après avoir révisé toute la journée, j'ai commencé à avoir faim, et puis avec cette faim, une énorme flemme de me faire à manger. Et je me suis dit, bah tiens, je vais essayer de me faire livrer quelque chose. Malheureusement, je n'avais pas de menu de restaurant sous la main. Et je me suis dit, bah tiens, je vais prendre la seule base de données qui existait à l'époque, à savoir le bottin. Et j'ai commencé à chercher un restaurant qui pourrait me livrer. Bon, on était dimanche soir en province, il y a beaucoup de restaurants de fermés. Et celui que j'ai réussi à joindre, bah, il a fallu que j'arrive à le convaincre de me livrer. Bon, il a fallu que je bataille un petit peu. Et puis, une fois que j'ai réussi à emporter la décision, je pensais que c'était terminé, que j'avais gagné. Et ben non, parce que j'avais pas sa carte. Donc il a fallu qu'il se lance dans l'énumération des plats qu'il pouvait me proposer. Donc en entrée, salade de poulet, ça allait, je comprenais. Salade de crevettes, ça va. Mais puis ensuite, salade du chef. Ah bah problème, qu'est-ce qu'il y a dans la salade du chef? Donc vous imaginez mon interlocuteur passablement agacé se lancer dans l'énumération des ingrédients qui composaient la salade du chef. Et donc passer commande, ça m'a pris plus de 3/4 d'heure. Et en raccrochant, je me suis dit quand même, je ne dois pas être la seule personne à me retrouver dans cette situation, d'avoir faim, la flemme de me faire à manger et pour autant envie de me faire plaisir quand même. Et j'ai donc imaginé un service qui, en tant qu'internaute, allait me permettre d'obtenir la liste de tous les restaurants qui pourraient me livrer à l'endroit où je me trouve, de consulter la carte de chacun de ces établissements et en ayant la possibilité de passer une commande directement depuis mon ordinateur. Et donc ça a été le début d'Allo Resto. Et donc Allo Resto a ouvert il y a 20 ans maintenant. Voilà, et ça c'est le 3 juin 1998, le démarrage. Fin 99, il y a une jolie étape, puisque là il y a une levée de fonds. À l'époque on est en francs, mais c'est déjà une très belle somme en francs, c'est 10 millions de francs. Vous arrivez à rassurer à ce point-là, alors que vous êtes très jeune, hein. Oui, alors effectivement, vous avez quel âge là, j'ai 24 ans à l'époque. Ouais. J'ai 24 ans à l'époque et effectivement, c'est une étape cruciale, puisque c'est ce qui me permet en fait de transformer ce qui était dans les premiers mois d'existence de la société un one-man show, puisqu'en fait j'étais à la fois commercial, j'étais marketeur, j'étais comptable, j'étais agent hotline le soir et le week-end pour m'occuper des commandes. Donc je faisais tout, parce que de toute façon j'étais étudiant, j'avais pas de moyens, et donc je savais que l'argent que je n'avais pas, la seule façon de le compenser, c'était le temps que je pouvais y consacrer à mon projet. Et donc, les quelques premiers mois se passent bien, et effectivement, arrive 99, et donc une première levée de fonds dont l'objectif est de structurer la société et de m'entourer de compétences et d'aller chercher. Donc là, c'est vraiment, on est en pleine bulle, hein, ce qu'on qualifiera plus tard de bulle Internet, donc en plein cœur de la net économie, cette espèce de frénésie autour des jeunes sociétés, des jeunes startups, parce que le terme existait déjà à l'époque. Et donc, il faut que je m'entoure de compétences. Donc, je vais débaucher le directeur commercial du groupe Grants Bacardi pour aller signer les restaurants partenaires. Je vais débaucher un membre de la direction financière de Bouygues Télécom pour devenir DAF d'Allo Resto. Et je vais surtout, je pense que c'était ma plus belle prise à l'époque, je vais débaucher le directeur de Coca-Cola, directeur marketing de Coca-Cola en Europe de l'Est et en Europe centrale. Donc, super garde rapprochée. Et donc, voilà, une super garde rapprochée, parce que voilà, j'avais des idées et tout, mais j'avais pas l'expérience, j'avais pas le bagage, et donc il fallait des compétences pour structurer et accompagner la croissance de façon intelligente. Donc la croissance, elle a lieu entre 99 et 2002, et là on arrive à la fin de la bulle Internet, et là ça change un peu la donne aussi. Voilà, alors en fait ce qui se passe début des années 2000-2001, il y a l'explosion de la bulle Internet, et en fait l'explosion de la bulle Internet, qu'est-ce que c'est ? C'est une époque qui paraît complètement ahurissante aujourd'hui, mais c'est une époque
au cours de laquelle on pensait que les sociétés Internet ne pouvaient pas faire faillite, en fait. Elles pouvaient perdre autant d'argent qu'elles voulaient, puis elles arrivaient toujours à retrouver des investisseurs qui allaient les financer, et donc la conséquence, c'est qu'une société Internet ne pouvait pas faire faillite. Sauf que il se passe quelque chose un jour de mars 2000, il y a une société qui s'appelle Boo.com, qui est une société dans laquelle 1 milliard de francs a été injecté, pour un résultat assez ahurissant. Qu'est-ce qu'il faisait, Boo.com? Alors Boo.com, il voulait vendre du sportswear, vraiment très mode, des marques très branchées, online. Le problème, c'est que malgré ce milliard de francs investis, ils n'ont rien vendu. Zéro. Et ce qui choque tout le monde, en fait, c'est que parmi les investisseurs, il y avait une très grande banque d'affaires, je ne sais pas si c'est Merrill Lynch ou Morgan Stanley, il y avait la famille Agnelli, il y avait Bernard Arnault. Et donc là, c'est une espèce de déflagration parce qu'on réalise que même des grands investisseurs comme ça se disent « Oh là, attention, on part dans des stratosphères, là, il faut qu'on arrête tout de suite, qu'on revienne sur Terre. » Et donc, ils décident de fermer cette boîte dans laquelle, pourtant, ils ont perdu énormément d'argent. Et là, c'est un raz-de-marée, puisque c'est le début de l'explosion de la bulle Internet. Et donc, 95% des acteurs de l'époque vont disparaître. Ouais. Puisqu'en fait... Les investisseurs retirent leurs billes, tout simplement, c'est ça? Alors, malheureusement, ils retiraient leurs billes quand il restait des billes. C'est ça aussi, souvent, les billes avaient été dépensées, quoi. Et vous, à ce moment-là, vous vous dites, on ne va pas baisser les bras, on va faire les fonds de tiroir, vous m'avez dit, avec un copain qui vous aide, parce qu'en plus, dans le temps, il va falloir réduire largement la masse salariale. Vous avez 30 employés quand même en 2002, c'est ça? On monte à 30 employés, et il se passe un truc assez étonnant, mais qui n'est pas étonnant, parce que ça arrive à beaucoup de boîtes, en fait. C'est qu'on avait tablé sur une croissance. On tablait sur une croissance de l'ordre de 10% par mois, d'accord? Et en fait, on faisait que 5% de croissance par mois. Sauf que vous êtes des entrepreneurs, vous savez que ce manque à gagner de 5 points mensuels, au fil du temps, ça devient un gap très important et vous avez un trou financier à combler. Et pendant les premiers mois, les financiers réinvestissent, remettent au pot, jusqu'au jour où... Ils se lassent. Le contexte économique faisant, avec cette explosion de la bulle Internet, ils finissent par se dire ça va bien les conneries, mais on va peut-être arrêter. Et là, ils m'annoncent un jour que effectivement, la boîte se développe, mais pas au rythme qu'il faudrait. Et donc, eux, ils vont pas remettre d'argent. Et donc là, je me retrouve dans une situation quand même assez problématique, puisque j'ai pas d'alternative. On gagne pas, on n'est pas encore rentable, donc j'ai besoin de trouver des solutions. Et il faut que je me sépare de collaborateurs. Et c'est très violent parce que je dois me séparer de 27 personnes sur les 30 qui composent l'équipe. Divisé par 10, donc 30 à 3. Voilà, exactement. Alors, bien évidemment, vous doutez bien que vous ne faites pas les mêmes choses à 30 personnes qu'à 3 personnes. Ou alors, c'est que vous êtes très, très mal organisé. Mais en tout cas, dans certaines boîtes, remarquez. En ce qui concernait Alloresto, à l'époque, on ne faisait pas du tout la même chose. Donc, il y a des pans entiers d'activités que j'arrête de faire. Donc, à l'époque, on faisait de la restauration livrée avec commande en ligne et on faisait également de la réservation de table. On était la solution de réservation de table de Goemio, par exemple. Voilà, j'abandonne purement et simplement cette activité de réservation de table. Et il y a des pans entiers de choses au service client. Je suis obligé de licencier toutes les personnes au service client. Et résultat, c'est moi qui me retrouve avec une régularité assez aléatoire à m'occuper du service client. Mais je le fais une fois tous les 15 jours. Donc le mec qui s'est plaint la veille au soir, globalement, il se dit « Oh, tiens, ça va, ils m'ont répondu assez vite ». Mais il y avait aussi des personnes qui s'étaient plaintes 14 jours plus tôt et qui étaient restées sans réponse. Et donc, bien évidemment, la qualité du service que vous apportez n'est pas idéale. Mais pour autant, on s'est accroché pour 2 raisons principales. La première, c'est qu'avec un ami que tu évoquais, on a fait un état des lieux d'Alloresto parce que Alloresto n'allait pas pouvoir continuer. On venait de licencier beaucoup de personnes, on n'était pas rentable, les investisseurs voulaient partir.
Donc se poser une vraie question, est-ce que ça fait du sens de remettre de l'argent ou pas, et moi de reprendre un risque personnel, ou est-ce qu'il fallait mieux que j'essaye de capitaliser sur cette expérience et que j'essaye de retrouver du travail ailleurs. Et donc on fait une réunion qui est assez qui est capitale dans l'histoire d'Alloresto, mais aussi dans mon histoire et mon parcours d'entrepreneur, parce que c'est une réunion qui va être décisive. Et bizarrement, spontanément, je sais que en rentrant dans cette réunion, dans cette salle de réunion, il va se passer quelque chose d'important. Et il faut surtout que je laisse à l'entrée de cette salle de réunion un truc qui peut nous amener, nous entrepreneurs, à faire des conneries, c'est l'ego. Et donc, je laisse l'ego de côté et je rentre prêt à tout entendre, prêt à tout accepter, mais juste pour me dire, voilà, tu ne vas pas te laisser guider par des mauvaises ondes sur la décision que tu vas prendre. Et donc, on fait un état des lieux avec cet ami et on fait 3 constats. Le premier, c'est que Alloresto, à l'époque, c'est une techno qui marche, qui fonctionne. C'est-à-dire que lorsque les gens arrivent sur le site, ils se baladent sur le site, ils passent leurs commandes sans problème et ils arrivent à passer commande et ils reçoivent leur repas. Donc, la techno fonctionne, il n'y a pas de souci. Le deuxième point, c'est qu'on sait aussi qu'on peut s'appuyer sur un réseau de restaurateurs qui nous fait confiance. Donc ça, c'est très important parce que c'est la base de notre modèle économique, la relation avec les restaurateurs. Et donc, ça fait du sens et c'est important qu'ils nous suivent. Donc ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est que on a des clients. Des clients, certes, qu'on aimerait avoir plus nombreux et commandant plus fréquemment, mais le service a l'air de leur plaire. Donc, je me dis, tiens, j'ai quand même 3 éléments fondamentaux assez forts sur lesquels je dois pouvoir construire. Et l'autre élément qu'on va chercher sont des données plus comptables, business. Et en fait, je réalise à cette époque-là qu'en gros, pour arriver au point d'équilibre, donc arriver à sortir de cette période de déficit, il faut que j'arrive à multiplier mon activité par 2. Donc, il faut que j'arrive à doubler le nombre de commandes. Or, je vous l'ai dit, j'ai plus d'argent, je ne peux pas faire de pub. Donc, la seule possibilité, c'est de regarder quelle est la fréquence de commande des clients de l'époque. Et ces clients-là, ils commandent une fois tous les 3 mois en moyenne. Et je me dis, si j'arrive à les faire commander une fois tous les mois et demi, j'aurais gagné. J'aurais réussi à doubler l'activité de mon site. Et donc, je vais me mettre en quête de la solution miracle pour arriver à faire commander mes clients deux fois plus souvent. Et l'idée, c'est d'aller vers eux et de leur demander qu'est-ce qu'il leur manque pour qu'ils commandent plus, en gros. Alors voilà. Donc là, je vais citer un mot, vous pouvez le noter si vous voulez, parce que c'est la première fois que vous allez l'entendre. Je décide de faire un sondage. Vous n'aviez jamais entendu ce mot-là. Donc je décide de faire un sondage auprès de mes clients, tout simplement pour savoir qui ils sont, quel type de consommateurs ils peuvent être, ce qu'ils peuvent attendre d'un site de restauration livrée en général et d'Alloresto en particulier. Et là, on en tire tout un tas d'enseignements. On va classer les réponses et on va voir qu'il y a des thématiques qui vraiment semblent être porteuses d'avenir pour Alloresto, parce que répondant à des vrais besoins qui sont exprimés par nos clients. Ouais, parce que là, on invente carrément des sites internet qui existent et qui fonctionnent super bien aujourd'hui, mais à l'époque, c'est chez vous que ça marche. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils vous demandent, les clients ? Alors, en gros, ils nous demandent d'améliorer. Ils nous disent qu'on va pouvoir améliorer leur fidélité en la récompensant. D'accord ? Donc ça, c'est la mise en place d'un programme de fidélité. Ça, on ne révolutionne rien. En revanche, ils nous disent, mais ils nous font comprendre qu'on va pouvoir aussi mieux les fidéliser par la qualité de l'information qu'on va leur faire passer. Premier truc, c'est ils veulent voir des photos des plats qu'ils vont commander. Donc ça peut se faire. La deuxième chose qu'ils nous demandent, elle est un petit peu plus problématique, même si elle est extrêmement légitime. Ils nous demandent, à nous, Alloresto, de donner notre avis sur la qualité des restaurants qui figurent sur le site. Et là, c'est compliqué parce qu'il y a un point dont on n'a pas parlé, c'est que notre modèle économique, on joue le rôle d'apporteur d'affaires pour les restaurants avec lesquels on travaille. Donc, au final, ce sont les restaurateurs qui nous payent. Donc, c'est compliqué de dire, tu vas me donner de l'argent, mais bon, t'inquiète, il ne faut pas que tu m'en veuilles, mais je vais dire que tu livres toujours en retard des pizzas qui ne sont pas bonnes. Voilà. Donc ça, c'est un peu compliqué. Mais pour autant, dans le même temps,
la demande de ses clients, elle est extrêmement légitime de se dire, mais attendez, mais moi j'ai besoin de savoir où je mets les pieds et quelle est la qualité des restaurants que vous référencez. Et donc là me vient une idée qui aujourd'hui en fait est un truc qui est un standard du e-commerce, ça existe sur tous les sites. En fait, ça s'appelle TripAdvisor aujourd'hui, mais c'était dès 2003-2004. 2003. À l'époque, ça n'existait pas. En fait, je me dis, mais en fait, il faut que je donne la possibilité à mes clients de donner leur avis sur leur commande. Parce que là, moi, je me dédouane vis-à-vis des restaurateurs, c'est pas moi, c'est simplement un client qui vient raconter son expérience et qui lui attribue une note. Et là, le restaurateur, il a deux façons de prendre la chose. Soit il le prend mal et il s'en va, soit, et donc j'ai peut-être pas véritablement intérêt à continuer à travailler avec lui, soit il le prend bien, il le prend comme une information qui va lui permettre de s'améliorer. Et donc là, on rentre dans un truc extraordinairement vertueux. Et en mettant en place ces différents outils, ces différents systèmes, on va arriver petit à petit à améliorer la fréquence d'utilisation des clients du site Allo Resto. Et on était dans une situation extraordinairement précaire, je vous l'ai décrite, en 2002. Et en 2004, on est à l'équilibre et on est rentable. Voilà, donc bravo pour ça, parce que franchement, il a créé Allo Resto et il a inventé TripAdvisor quand même dans l'histoire. Grâce aux internautes qui avaient un besoin. En écoutant mes clients, et je pense que s'il y a un truc qu'il faut garder à l'esprit, c'est ça, c'est que le dialogue avec le client est extraordinairement important. Quelle que soit la quantité des clients que vous avez, la relation que vous allez pouvoir entretenir avec eux, elle est primordiale parce que, en fait, souvent, ils en savent beaucoup plus sur votre boîte que vous. Alors, tiens, parlons de la relation client. Par exemple, chez Allo Resto, quand il y avait des petits soucis avec les clients ou quelque chose qui arrivait très en retard, etc., il y avait une technique, on offrait un bouquet de fleurs, c'est ça ? Oui, ça pouvait arriver. En fait, moi, j'ai compris au fil du temps que la relation client, elle devait être gérée comme une histoire d'amour, en fait. Et c'est là qu'on arrive dans la thématique que j'évoquais tout à l'heure, l'amour et l'entreprise. Oui. Et ça, c'est indissociable pour vous. Alors, c'est vrai que j'en ai fait un TEDx sur ce thème. Alors, il n'est pas focalisé sur la relation avec le client, mais en gros, dans ce TEDx, pour vous expliquer le contexte, j'explique d'après moi, il y a l'amour et l'entreprise sont indissociables parce que l'amour joue un rôle colossal dans la relation de l'entrepreneur avec son entourage, parce qu'un entrepreneur, ça prend tellement de coups au quotidien que ça a besoin d'amour. Parce que sans amour, l'amour, c'est cette espèce de force qui va puiser auprès de sa famille, auprès de son épouse, auprès de ses amis, pour aller tous les jours au combat, parce que vous êtes entrepreneur, vous le savez, hein, il n'y a personne qui vous attend, et donc tous les matins, c'est une lutte, et l'énergie pour aller affronter l'extérieur, eh ben, c'est souvent auprès des proches et de votre garde rapprochée que vous allez pouvoir la puiser. Donc ça, je peux dire que ce qui a sauvé Allo Resto, c'est votre tata, c'est votre tante. Oui. Alors là, vous allez me faire verser une larme. Hein, c'est moche, mais... Ouais, non, mais parce qu'il paraît que vous étiez... vous baissiez les bras complètement, vous disiez ça marche plus, j'ai plus d'investisseurs, etc. C'est beaucoup plus en amont. C'est beaucoup plus en amont. Alors, on a le temps ou pas ? Expliquez-nous vite fait, allez. Bon, c'est pas grave. Non, c'est bon, ils servent les coupes, mais ils n'ont pas fini. Donc alors, en fait, qu'est-ce qui se passe ? Donc là, on revient en 98. J'ai même pas encore lancé le site. J'ai juste décidé d'arrêter mes études. C'est ce qui a sauvé le truc, quoi. Ouais, j'ai décidé d'arrêter mes études et de lancer cette boîte de restauration livrée avec commande en ligne. Bon, le truc, c'est que ça doit être une plateforme. Ok. Bon, j'ai pas de clients parce que le site il est pas en ligne. Et puis, j'ai pas de resto parce que j'ai pas commencé à les démarcher. Donc, je me dis, allez, voilà, je vais aller démarcher les restos. Ils vont m'attendre et tout. Ils vont me dire, oui, Internet et tout. Et puis, vous avez l'air sympa. Allez, je vais signer avec vous. Maintenant, c'est pas trop comme ça que ça s'est passé. J'ai déjà eu beaucoup de mal à arriver à prendre un rendez-vous. Ouais. Mais un rendez-vous, mais c'était l'enfer, quoi. Je disais Internet. Aucun intérêt. Et puis un matin, je me décourage pas, je continue à appeler, machin. De toute façon, je descendais les listes de numéros de téléphone de restaurants qu'il y avait dans l'annuaire. Donc j'avais un échec, donc je raccrochais, je faisais l'autre. Et donc les numéros s'enchaînent comme ça. Et puis un matin, je tombe sur une dame qui me dit « Oh oui, vous avez raison. Venez demain au restaurant. Il y aura mon fils. Je lui aurai expliqué. Je crois qu'Internet c'est l'avenir. Faut s'y mettre et tout. » Je me dis, extraordinaire.
ce truc, mais voilà, la première bonne nouvelle. Donc le lendemain, j'avais mis un beau costume et tout, une belle cravate, j'arrive avec mon petit attaché-caisse et tout. Je rentre dans la boutique. Bon, déjà, c'était une boutique, c'était un peu lugubre, hein, c'était un peu sombre. Puis je rentre, puis là, il y avait des tables de salon de jardin machin, qui étaient entreposées à l'intérieur, et puis des mecs que je comprends être des livreurs qui attendent sans doute l'ouverture du restaurant. Bon, et puis ils sont un peu nonchalants, affalés sur les tables et tout. Mais bon, ok, c'est un peu bizarre. Et je dis bonjour, je viens voir Monsieur Patrick. Et là, j'entends un petit coin sombre. Et qu'est-ce que vous lui voulez à Monsieur Patrick? Voilà, bah, bonjour. J'ai eu hier Madame, alors je me souviens plus de son nom. Elle m'a conseillé de venir vous voir parce que je lance un site de e-commerce sur Internet dédié à la restauration libre. Internet, ça m'intéresse pas. Je me dis, oh, tu vas quand même pas te laisser démonter, vas-y, c'est ton premier rendez-vous, insiste. Donc je dis, oui, mais ouais, enfin, j'insiste, quoi. Et vous ne comprenez pas le français? Internet, j'en ai rien à foutre. Ah bon, alors bien évidemment, les livreurs un peu goguenards sur les tables, bon, l'ambiance un peu lourde. Et là, je ressors du restaurant, je me dis, attends, ça fait donc 3 mois que tu as arrêté tes études pour développer ton projet. Là, tu vas te confronter à la réalité du terrain. Ça fait 1 semaine que tu es là. Tu n'as toujours pas signé un contrat. Le premier rendez-vous que tu obtiens au bout d'1 semaine, eh ben, tu te fais dégager comme un malpropre. Et là, je me dis, bon, j'ai peut-être fait une connerie quand même. Et là, je vais quand même... je marche, tu vois, parce que je suis un peu assommé. Et je rentre chez ma tante qui m'héberge à l'époque, parce que je vous l'ai dit, je suis tourangeau. Et donc, c'est ma tante et mon oncle qui m'hébergent. Et je raconte cette anecdote en rentrant, parce qu'elle me voit bien arriver complètement dépité, quoi. Et puis, elle me dit, écoute, c'est bien, moi je trouve, tu vois, on n'en a pas parlé, mais je trouve que c'est bien ce que tu fais. Tu t'investis, tu t'engages. Franchement, c'est admirable. Écoute, moi je comprends que tu as un petit coup de mou, mais c'est peut-être dommage de laisser tomber directement maintenant. Je sais pas, redonne-toi, allez, tu t'en redonnes 10 restos que tu appelles, et puis allez, tu verras bien ce qui se passe. Bon, d'accord, ok. Bon, puis elle me remonte un peu le moral, et puis allez, j'y vais, je retourne devant mon téléphone, et puis là, un premier, bah non, un deuxième, bah non, troisième. Et à un moment, je sens un truc qui monte, et le restaurateur qui venait de me dire non, je lui dis, mais est-ce que vous pouvez m'expliquer vraiment, sérieusement, pourquoi est-ce que ça vous intéresse pas? Je suis en train de vous dire que moi, je suis apporteur d'affaires. Ça vous coûte 0. Vous n'avez pas de frais d'inscription, vous n'avez pas de frais d'abonnement. Vous allez me rémunérer uniquement si je contribue à augmenter votre chiffre d'affaires. Donc, est-ce que vous pouvez me dire en quoi ça vous pose problème? Si je vous apporte 0, vous allez me payer 0. Il est où exactement le problème? Et là, je sens une espèce de flottement. Et là, je me dis, allez, vas-y. Bon, alors demain, on se voit à 14h ou à 15h? Et là, bon, bah, j'ai eu mon premier rendez-vous donc le lendemain, et j'ai signé avec ce premier restaurateur. Alors lui, en revanche, je me souviens de son nom. C'est vrai. Et oui, j'avais fait pas le meilleur jeu de mots de mon histoire d'ailleurs. Non, il a fermé. Il avait un restaurant qui s'appelait Allociam, et il s'appelait Monsieur Sommet. Ouais. Et je lui ai fait peut-être pas mon meilleur jeu de mots. Je lui ai dit, vous allez voir, ensemble, on va les atteindre. Voilà. Parfait. Eh bien, écoutez, bravo pour ça, parce que. C'est vrai, vous preniez tous les risques. Pour le restaurateur, il y en avait 0, quoi. Ça marchait pas, et il vous devait rien. On revient à nos moutons, et on va terminer, parce que je pense on est à une bonne 30aine de minutes, on est d'accord? Donc il nous en reste une dizaine, une quinzaine. L'amour et l'entreprise. Je reviens là-dessus, parce que votre premier client, vous l'engueulez, mais les autres, vous les avez... gratifié d'un bouquet de fleurs quand il y avait des soucis, etc. Vous me dites l'antithèse de l'amour du client, et on reviendra après à l'amour des employés, c'est le SMS de la SNCF quand il y a grève, par exemple. Ça veut dire quoi, ça? En fait, lorsque vous... comment est-ce que... Ouais. Lorsque vous êtes en... La relation client, je crois que c'est un truc, et ça s'inscrit complètement dans cette logique de l'entreprise et de l'amour. On ne peut pas essayer de tisser une relation d'amour avec un client sans y mettre de la sincérité. D'accord? Et lorsque il m'est arrivé une mésaventure avec la SNCF qui, globalement, a été bien gérée en termes de relation client. C'est-à-dire que mon train se retrouve arrêté en pleine nature. Bon, je reçois un SMS qui me dit, bah voilà, votre train est arrêté. Bon,
ça je le savais, mais il devrait repartir dans X minutes. Voilà, bon. J'ai des infos régulièrement. Je trouve que la relation est bien. Et puis, le train finit par redémarrer et on arrive avec, je ne sais plus, 1 heure de retard. Et là, on a un message sonore qui nous dit bon, ben voilà, il y aura des agents SNCF qui vont vous attendre sur le quai, qui vont vous remettre des enveloppes qu'il faudra remplir avec le numéro, la référence du train, le nom du trajet, la date, le machin, le ceci, le cela, pour pouvoir bénéficier d'un dédommagement. Et là, je me dis qu'il y a un truc qui est cassé, en fait. Il y a un truc qui respire pas la sincérité et l'envie de m'octroyer un dédommagement, parce qu'en tant que client, j'ai vécu une expérience un peu désagréable. Ils ont été capables d'identifier que j'étais dans ce train. Ils ont été capables de me donner de l'information et de me l'envoyer par SMS. Comment est-ce qu'il est possible qu'ils ne m'envoient pas à la limite un SMS en me disant bah voilà, clique pour obtenir un geste commercial ou une déduction sur votre prochain voyage, appuyez sur ce lien. Pourquoi là il faut que je sorte d'un truc simple, une relation qu'ils avaient commencé à établir avec moi, que je trouvais plutôt pas mal? Pourquoi est-ce qu'ils cherchent à me faire sortir de ça et de revenir sur un bout de papier, et il va falloir remplir? Et là, on ne va pas se coller la face. Hein. En gros, c'est qu'ils se disent bon, mais il y en a peut-être 45% qui vont se décourager, et donc c'est autant d'économiser. Et je me dis que c'est dommage parce que ça casse tout le reste d'une politique. Et en fait, c'est toute une espèce de château de cartes qui s'effondre, parce que dès lors que, en tant que consommateur, vous ne vous sentez plus respecté pour la confiance que vous octroyez, ben, il y a un début de tromperie. On est d'accord. On va évoquer pour les entrepreneurs qui sont ici cet amour que vous arrivez à distiller dans une entreprise, parce que ça c'est très important. Vous m'avez dit, la génération Y a besoin d'être considérée, elle a besoin d'être valorisée, et elle ne fait plus la différence, en gros, entre la maison, la famille et le boulot. Il faut s'amuser partout, il faut avoir des copains et de l'affectif partout. C'est ça, demain, la gestion de l'humain? Oui, alors en fait, la grande complexité, c'est qu'en fait, ce qu'attend un employeur de ses collaborateurs, globalement, ça n'a pas tellement changé au fil des âges, en fait. En gros, on attend, lorsqu'on est employeur, on attend de ses collaborateurs de l'investissement, de la créativité, de la rigueur, du sérieux, du travail, de la ponctualité, des choses comme ça. À l'inverse, ce que les collaborateurs attendent de leur employeur, ça a considérablement évolué, et d'autant plus avec l'arrivée de la génération Y et de la génération Z. C'est-à-dire qu'ils ressentent le besoin d'admirer les gens qui leur donnent des consignes et des missions. Ils ont besoin de reconnaître dans le manager celui qui a su faire, qui a obtenu des résultats de par le passé, parce qu'il est capable de leur transmettre quelque chose. Et le rôle du manager pour eux, il est de les aider à grandir. De les aider à grandir par l'exemplarité, et les aider à grandir par le transfert de savoir, la transmission d'un savoir, de techniques, de choses et autres. Et ça, c'est effectivement très nouveau. Et moi, je fais partie d'une génération qui n'avait pas ces réflexes-là. Aussi bien dans la façon dont je pouvais concevoir à l'origine mon job et ma mission d'entrepreneur et de chef d'entreprise, mais également en tant que collaborateur dans une boîte, c'était pas ce que j'envisageais. Demander. Et alors en plus, effectivement, il faut être capable d'amener du fun, d'amener comment dire, de la diversité. Faut amener. Il y a un vrai besoin de comprendre l'entreprise dans sa globalité. J'ai des exemples qu'on a mis en place chez Alloresto, et avant d'aborder ça, je voudrais juste que vous disiez pas oh là là, dis donc, il a pensé à tout ça, mais comment il a fait? Non, parce que moi je me suis retrouvé à un moment dans le développement d'Alloresto au début des années 2010,
dans une situation où je n'arrivais plus à anticiper, enfin plus aussi souvent que ce que j'aurais aimé, d'anticiper les réactions de mes collaborateurs et surtout des jeunes générations de collaborateurs. Il y avait un décalage. Oui, il y avait un décalage. Et j'étais plus forcément en capacité de savoir si, lorsque je leur annonçais ce qui pour moi était une bonne nouvelle, s'ils allaient le prendre comme une bonne nouvelle. Ce n'était pas toujours le cas. Et inversement, lorsque j'avais le sentiment de leur annoncer une mauvaise nouvelle, ils ne le prenaient pas forcément comme une mauvaise nouvelle. Et donc là, c'était très compliqué. Et donc j'ai eu l'occasion de rencontrer une fille extraordinaire qui s'appelle Emmanuelle Duez, qui a créé un cabinet qui s'appelle le Boson Project et qui s'est mis comme mission en fait, d'accompagner les chefs d'entreprise pour leur donner les clés de compréhension des jeunes générations et c'est très utile. Et en fait, on a fait un gros travail avec Emmanuelle Duez qui nous a permis en fait, de vraiment comprendre quelles étaient les problématiques internes propres à Alloresto et propres à la relation managériale que je pouvais avoir avec mes collaborateurs. Et donc, on a mis en place des tonnes de choses. J'ai changé ma façon de communiquer. Je communiquais avec mes équipes en envoyant... pour que tout le monde ait la même information, en envoyant un email, un peu de synthèse de ce sur quoi on travaillait. Bon, alors ça servait à rien parce qu'en fait, ils ne le lisaient pas. Il fallait plutôt réunir tout le monde dans une pièce et puis faire un petit hands-on, donc une sorte de petite conf, voilà, avec questions-réponses pour expliquer. Tout ça, ça a dévié sur un jeu qu'on avait mis en place. Vous vous souvenez de la boîte à questions sur Canal+. Et ben en fait, on jouait au jeu de la boîte à questions. Donc, ils posaient des questions et moi, je les connaissais pas ces questions et je répondais en live devant eux. On avait mis en place le Vie ma vie aussi. Alors ça, qui peut paraître complètement anecdotique et vraiment gadget, mais qui en revanche est extraordinaire. Parce que ça crée... Dans une entreprise, ça marche. C'est pas gadget, ça. Ah, pas du tout. Ouais. Non, pas du tout. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous avez... De temps en temps, on se mettait à votre place. Il y a un employé qui prenait votre place, par exemple? Alors, il passait une journée avec moi. Mais... Lâchez pas les rênes quand même. Ouais. Ah, c'est vrai que... Non, mais... En revanche, sur les rouages et interservices, c'est super intéressant. Que quelqu'un de l'IT passe une journée au marketing, que quelqu'un du marketing passe une journée à la compta, que quelqu'un de la compta passe... De l'autre, ouais. Voilà, exactement. Ouais. Pour les compréhensions des problématiques du quotidien de ses collègues. Voilà, exactement, j'avais perdu le mot. Merci. Eh bien, ça, c'était vraiment super utile. Et donc, on a déployé toute une gamme d'idées et de jeux de rôle aussi. De jeux de rôle et de nouvelles règles de vivre ensemble. Par exemple, on avait créé une pièce de créativité dans laquelle les collaborateurs pouvaient aller, ils avaient de compte à rendre à personne et ils travaillaient sur ce qu'ils voulaient, un projet qui leur était propre, un projet qu'ils faisaient en solo ou avec des collègues. Ils avaient tout dedans, ordinateur, imprimante, 2-3 machines et voilà. Et ça, c'est obligatoire pour que ça fonctionne bien avec les nouvelles générations. C'est pas une perte de temps. Non, c'est pas une perte de temps, mais il y a un truc, et là vous allez voir qu'on retombe sur quelque chose, sur un mot que j'ai déjà utilisé tout à l'heure. Il faut que la démarche, elle soit sincère. Il faut qu'il y ait de la sincérité. Parce qu'en fait, plus que quiconque, les jeunes générations, elles sont capables de détecter ça quand il y a du fake. Voilà. Parce qu'elles vivent en permanence avec des fake news qui passent sur les réseaux sociaux. Et donc, elles ont besoin de sentir de l'authenticité dans le rapport humain et dans le rapport hiérarchique et collaboratif. On va terminer sur l'actualité et la fin de carrière, entre guillemets, parce que vous avez toujours 20% fin de carrière, il me reste encore Alloresto, fin de carrière en tout cas, businessman dans l'activité Alloresto. Aujourd'hui, vous êtes business angel. Exactement. Pourquoi avoir décidé d'arrêter d'être le manager d'une boîte qui fonctionnait bien, que vous avez revendue à Just Eat confortablement? Oui. C'était quoi l'envie de devenir business angel et qu'est-ce que vous faites en tant que business angel aujourd'hui? Qui vous aidait? Alors, le projet, c'était un projet de vie. D'accord. À l'origine, c'était un projet de vie et c'était l'idée de pouvoir passer toutes les vacances scolaires avec mes enfants. Et les enfants, ils ont 4 mois de vacances scolaires en cumulé dans l'année. Donc, compte tenu de l'exemplarité que j'ai évoquée avec vous vis-à-vis des collaborateurs, c'était quand même très compliqué d'avoir ce projet de vie en disant allez les gars, là on va mettre un coup de collier. Bon alors en revanche là c'est les vacances de la Toussaint, je suis pas là pendant 15 jours. Et puis après là c'est les vacances de Noël, je suis pas là pendant 15 jours, je vous l'ai dit.
Il y avait un il faut malgré être cohérent. La relation que vous aviez établie de confiance, etc. Ah non, mais là, c'est l'exemplarité. Il faut être en cohérence avec ce que vous essayez de faire passer comme valeur. Donc c'était le moment voilà, donc il fallait switcher. Et pourquoi accompagner des jeunes startups? D'une part, voilà, j'ai eu la chance de réussir tout en traversant des étapes qui n'ont pas forcément toujours été très faciles. Et donc, voilà, j'ai accumulé une sorte de connaissance ou de compréhension du monde des affaires en général et du monde du e-commerce et des nouvelles technos et de la foodtech en particulier. Et donc, effectivement, l'idée d'accompagner des jeunes entrepreneurs et de faire en sorte qu'ils puissent éviter certaines choses trappes et d'injecter dans leur structure un peu d'argent pour les aider à se développer plus vite. Ouais, c'est un truc qui me tenait à cœur parce que je pense, alors je ne voudrais pas politiser le débat, mais notre président parle des premiers de cordée. Je pense pouvoir à mon échelle en être un, et donc voilà, l'idée c'est de redistribuer et d'aider des porteurs de projets à connaître des succès également. Et dans 5 ou 10 ans, puisqu'on sait que l'entrepreneur doit avoir cette vision à 5 ou 10 ans, quelles sont les entreprises qui vont fonctionner, sur lesquelles vous misez déjà aujourd'hui? Il y a de la foodtech, je sais, dans ce... Oui, alors j'ai mis un petit peu de temps avant de revenir à la foodtech parce que j'avais respiré, dormi, transpiré foodtech pendant 18 ans, et j'ai eu besoin de faire un break quand même pendant un petit moment parce qu'il fallait que je m'aère la tête et que je fasse autre chose. Mais effectivement, j'ai fini par y revenir. Écoutez, moi je trouve qu'on est à l'orée d'une époque extraordinaire parce qu'elle va révolutionner énormément de nos habitudes. On l'a vu tout à l'heure, on a parlé de l'intelligence artificielle. On peut parler des réseaux sociaux. On a vu que le mobile est devenu omniprésent. On parle d'imprimantes 3D, on parle de choses comme ça. Et ces univers-là, ils n'ont même pas encore véritablement, forcément, commencé à tous dialoguer les uns les autres. Et donc ça laisse des potentiels de développement, de création de boîtes qui répondront simplement à des nouveaux besoins. Moi, j'ai créé une boîte sur un besoin que j'ai eu, vous l'avez compris. Et voilà, j'avais faim. Et je pense que c'est un bon terreau pour arriver à identifier des idées. Tout ce qui est dans notre vie de tous les jours, ce qui peut être un peu douloureux ou qui n'est pas fluide, on peut essayer de se dire, tiens, encore que je fasse ce truc, est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen d'arriver à simplifier ce process, simplifier cette opération, le traitement de ces données-là, voilà. Et ça, je crois beaucoup donc, dans l'entrepreneuriat qui viserait à créer des boîtes qui répondent à des besoins. Voilà. Et donc, l'émergence de toutes ces nouvelles technos, cette intelligence artificielle, les imprimantes 3D, les réseaux sociaux, la mobilité, la géolocalisation, tout ça fait que ça va faire émerger des nouveaux besoins et donc autant d'opportunités de création de boîtes. Voilà, parmi les boîtes qui fonctionnent bien, Kitok, ça c'est une sur laquelle vous avez travaillé. Vraiment en 2 mots, c'est quoi Kitok? Alors Kitok, c'est par abonnement, vous abonnez à une box d'ingrédients et de recettes. Et en fait, vous allez recevoir chaque semaine l'équivalent de 3, 4 ou 5 repas pour 2 à 5 personnes. Et voilà, c'est une boîte dans laquelle j'ai investi en fin 2015. Ouais. Voilà, elle était toute petite, elle a réussi à grandir assez vite. L'année dernière, elle avait fait un peu moins de 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Elle en a fait 18 cette année, enfin en 2017. Et là, elle vient d'être achetée par Carrefour. Voilà, rien que ça. Donc, voilà, il a le nez creux, il a une petite expertise. Et on va terminer avec les jeunes que vous aidez aussi beaucoup par le biais d'un réseau qui s'appelle Petit Pousset. Ah oui. C'est quoi le réseau Petit Pousset? Alors, le réseau Petit Pousset, je vous ai raconté tout à l'heure que en fait, j'avais eu l'idée d'Alloresto quand j'étais étudiant et que j'étais donc un étudiant entrepreneur. Là, maintenant, je suis content parce qu'on commence à voir des pubs qui évoquent les étudiants entrepreneurs. Mais j'étais un des premiers étudiants entrepreneurs de l'époque Internet. Et en fait, le Petit Pousset, donc, qui est un fonds d'investissement, un incubateur et organise également un concours. Mais c'est donc un fonds d'investissement qui investit exclusivement dans des projets qui sont portés par des étudiants entrepreneurs. Et en fait, là, voilà, c'est une façon pour moi de boucler la boucle.
que d'être souscripteur dans ce fonds-là, puisque ça a été mon parcours. Et donc, je suis très bien placé pour savoir que créer une boîte quand on est étudiant entrepreneur qui va devenir numéro 1 français, c'est possible. Qu'une boîte qui va générer des volumes d'affaires qui vont s'exprimer en centaines de millions d'euros, c'est possible quand on est étudiant entrepreneur. Et que créer, lorsqu'on est étudiant entrepreneur, une boîte qui va être rentable et qui va pouvoir être revendue au numéro 1 mondial, c'est possible aussi. Donc, voilà, je sais que je ne me mets pas de barrière et ce n'est pas parce qu'on est étudiant entrepreneur qu'on est plus bête qu'un autre. Bien. Le réseau Pépite aussi, Alors oui, j'accompagne le réseau Pépite, mais en Touraine. J'accompagne le réseau Pépite. Et mon autre activité, c'est un petit peu mon petit plaisir en ce moment. Je suis en train de produire un documentaire sur les créateurs de start-up. Voilà. Parce qu'il a décidé de prouver que la France n'est pas un pays de non-entrepreneurs, puisque vous m'avez dit il y a un Français sur 3, un jeune sur 3 qui veut créer sa boîte aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il va montrer dans ce documentaire, qui est un documentaire au long cours, hein. Oui, en fait, l'idée, c'est une immersion. C'est une immersion totale dans la création d'entreprises. En fait, on suit 4 entreprises, donc créées par des jeunes femmes et des jeunes hommes d'univers très différents. Et on les suit, on les a rencontrés au moment où ils sont dans leur première année de boîte, et on les suit pendant 12 mois. Et l'idée, en fait, elle est de comprendre quelles ont été les motivations, les rêves et les ambitions qui étaient à l'origine de cette prise de décision. Pourquoi est-ce qu'ils ont privilégié la création d'entreprise plutôt que le salariat? Et ensuite, voir comment ce triptyque, rêve, ambition, et j'ai oublié le troisième du triptyque, rêve, ambition, qu'est-ce que j'ai dit? Bon, c'est pas grave. Vision, peut-être. Voilà, vision, oui, par exemple. Comment ça va résister au quotidien de l'entrepreneur qui n'est pas attendu, qui vit des expériences qui peuvent être douloureuses, traumatisantes, avec par moments des gros coups de désespoir, d'autres moments des coups de boost. Et voilà, donc comment on arrive à résister à ça, et quels sont les leviers. Et puis en s'intéressant également à l'entourage, comment les proches arrivent, est-ce qu'ils comprennent les décisions qui sont prises par leur conjoint, leur fils, leur fille. Et la description de ce documentaire, c'est en gros le résumé de votre success story que vous venez de nous raconter. Merci beaucoup, on peut vous applaudir. Merci. Très sincèrement.